Bonjour à tous, bienvenue dans les mercredis startup. On propose ce contenu en vidéo et en balado une fois par mois grâce à nos partenaires Cisco et Infobref. Infobref qui offre l'essentiel des nouvelles en 10 minutes par jour sous des infolettres quotidiennes. Donc ce mois-ci, on est à Expo Entrepreneur en ce moment. On enregistre l'événement au Palais des Congrès. Expo Entrepreneur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs en Amérique du Nord, le plus grand. Il est entièrement gratuit. Et après 2 ans d'absence, on est vraiment content de se retrouver pour une édition physique avec des vraies personnes. Mais pendant ces 2 années de pandémie, on n'a jamais en fait arrêté de faire des événements. On a continué à vouloir créer des connexions, des rencontres avec des nouveaux outils qui ont vu le jour ou qui ont continué à évoluer, dont FansLab. Et donc, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui 3 invités qui sont 3 entrepreneurs qui innovent à leur manière, la manière de faire des événements. Nima Jalalvandi, PDG d'Expo Entrepreneur, Marie-Lou Allier, qui est gestionnaire marketing chez FansLab, et puis Brudis Lamar, directeur marketing de Braindate 280. Alors Nima, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'organiser Expo Entrepreneur pour la première fois depuis 2 ans dans un espace physique? Ouais, bon, déjà bienvenue à Expo Entrepreneur. Merci. Déjà, ça fait du bien. Ça a été 2 années pas trop évident pour les promoteurs événementiels, on peut se le dire. Ça fait du bien d'être en présentiel. Ça fait du bien de voir nos partenaires, surtout en personne. Et on est content que ça soit derrière nous. C'est quasi derrière nous cette pandémie. Voilà. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'était leur premier événement depuis 2 ans de cette ampleur. Est-ce que vous aviez envie de proposer une expérience particulière cette fois-ci? Ouais, écoute, on a misé davantage sur différentes activités qui encouragent tout ce qui est les rencontres entre les participants. Un bon exemple, c'est les fameux Braindate 280, donc où les participants pouvaient prendre des rendez-vous entre eux et se rencontrer dans la salle événementielle. Sinon, on a ramené beaucoup de nos activations de marque, comme nos ateliers dans les dômes géodésiques, notre scène centrale, la multiconférence, nos conteneurs. Donc, on voulait revivre un petit peu ce qu'on a manqué cette dernière année. Et là, donc, c'est la première journée qui s'achève, donc c'est peut-être un peu compliqué d'analyser, mais est-ce que tu sens que les gens se sentent à l'aise à être à un événement physique après plusieurs mois derrière leur écran? Est-ce que tu as senti quelque chose, même si c'est difficile à sentir? Écoute, nous, on avait quasiment le même sentiment qu'on avait l'année 1. Ou l'année 0, où on n'était pas trop sûr quoi s'attendre. C'était en 2017? En 2017, qu'on a commencé à organiser la première édition qui a eu lieu en 2018. C'est 2018, je me rappelle très bien, on a ouvert à l'époque de l'événement. On s'est dit, est-ce que les gens ils vont venir? On savait pas quoi trop s'attendre, donc c'était un petit peu le même feeling cette année. Ce qu'on a constaté, c'est que les gens se sont inscrits plus à la dernière minute que les autres années. Je pense que les gens, ils attendent de voir un petit peu là, c'est quoi l'état de la situation, s'ils peuvent participer, si l'événement a lieu, etc. Donc, on a vu beaucoup d'inscriptions les derniers jours. On a atteint les 8000 inscrits, donc ce qui est un chiffre comparable à 2020. Donc, les gens sont au rendez-vous et voilà. Et justement, donc Braindate, c'est une plateforme qui permet d'organiser des rencontres, donc une plateforme technologique, mais qui permet de faire des rencontres durant l'événement. Vous existiez avant la pandémie. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette période? On avait l'entreprise a été fondée en 2011, donc on a célébré nos 10 ans l'année dernière, mais arrivé en 2020, toute notre expérience, toute notre expertise était sur les événements en physique, en présentiel. Et c'est là où Braindate avait toute son ampleur. Et puis évidemment, quand Mars est arrivé, c'est une nécessité absolue de se réinventer très rapidement, juste pour pouvoir survivre. Donc on a eu un 3 mois qu'on pourrait qualifier quasiment de survie. Ça nous a pris très rapidement d'identifier que le concept unique qu'on avait pouvait être dupliqué dans le mode virtuel pour aider, parce qu'à l'époque, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que
tout le monde avait besoin d'aide, tout le monde s'entraidait parce que personne ne savait ce qu'on allait faire ensemble. Donc, on voulait aussi répondre à nos clients qui étaient là depuis longtemps en développant une solution qui allait pouvoir leur permettre d'attendre qu'on revienne à la normale. Et c'est pour ça qu'on a lancé Virtuel, mais sans avoir aucune certitude sur le fait que ça allait fonctionner. Et la chance qu'on a eue, c'est que effectivement, c'est ce que les gens cherchaient en ligne. C'est-à-dire des rencontres qui ont du sens, qui vont bien au-delà de LinkedIn, où en fait, on va pouvoir rencontrer les personnes que l'on veut dans les événements virtuels. Et puis là, maintenant, ce qui est agréable pour nous, c'est qu'on est maintenant dans le meilleur des deux mondes. L'hybride qui arrive, qui fait que maintenant, on a une solution complète pour connecter à la fois les gens qui sont restés en virtuel avec le présentiel. On va encore vivre une année 2022 très incertaine sur beaucoup de choses encore. Oui, c'est sûr, des événements virtuels, on en a tous eu à saturation. Mais justement, il y a quand même des entreprises comme FansLab qui ont vu le jour et qui étaient là pour accompagner les gens à vivre ces expériences. Est-ce que tu peux nous dire, Marie-Lou, un peu plus quelle est la mission de FansLab et puis vous aussi, comment vous avez évolué pendant ces années-là? Oui, absolument. Un petit peu comme chez Braindate, d'ailleurs, on a collaboré dans des événements présentiels avant la pandémie. On s'est transformé, on est rapidement devenu la référence. Donc, c'est sûr que nous aussi, tous nos clients, évidemment, nous appelaient, puis on s'est retrouvés dans la même posture de vouloir aider et d'être là pour eux et de co-créer, co-développer avec eux. Donc, nous, ce qu'on développait avant la pandémie, c'est une application événement qui permettait les gens de connecter aussi, de créer des rencontres, de découvrir des partenaires, de découvrir des parcours. Donc, on a aussi fait migrer ce développement-là vers le web, puis on a développé vraiment comme une solution qui permettait de faire toute une expérience en fait événementielle virtuelle avec conférences, ateliers, kiosques, réseautage, donc vraiment toute cette expérience-là. Je te dirais qu'en ce moment, notre mission, notre positionnement est un petit peu plus de se diriger vers des communautés virtuelles tranquillement. C'est sûr que les gens, on en a eu trop des événements virtuels, mais le virtuel a vraiment sa place dans les réseaux. Par exemple, ici, un réseau d'entrepreneurs, imagine si ces gens-là sont en connexion toute l'année, donc venir créer cette valeur-là et tirer un petit peu les expériences événementielles pour vraiment aider ces réseaux-là à générer un peu plus d'impact. Donc, on a aussi développé en parallèle à ça des formations pour aider principalement des OBNL qui ont besoin d'un petit coup de main avec repenser ce modèle-là, parce que c'est sûr que on revient à l'événement, on est super content de revenir à cet événement-là, mais il y a un côté où l'événement virtuel est agréable aussi, rester chez soi, avoir des conférences, on consomme des contenus en ligne, reste très pertinent. Donc, comment est-ce qu'on peut tout mettre ces mots-là ensemble dans un nouveau modèle? Oui, c'est ça. Vous parlez tous les deux de proposer des événements hybrides, donc certains qui restent chez eux, d'autres qui sont à l'événement. Vous en avez déjà organisé quelques-uns. Quels sont pour l'instant vos retours sur cette formule? J'avoue que je suis un petit peu dubitative parce que j'en ai pas fait. C'est peut-être pour ça. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et puis toi aussi, Nima, si t'en as fait. Mais vous les avez organisés en tout cas? Ouais, on a commencé les premiers l'été dernier, enfin l'automne dernier, notamment aux États-Unis. L'idée étant que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le terme hybride est côté organisateur, côté participant. Il va pas prendre un biais hybride, c'est-à-dire il sera soit sur site, soit virtuel. Donc il faut aussi s'enlever l'idée que pour moi c'est pas tant une innovation que ça, parce que si dire à un participant que en plus de pouvoir connecter avec quelqu'un en face à face, vous allez pouvoir appeler quelqu'un au téléphone pour avoir une rencontre, il n'y a aucune nouveauté par rapport à pré-pandémie. Ce qui est super intéressant, je trouve, des premiers événements hybrides, c'est que faut pas oublier que le modèle d'affaires n'est pas encore vraiment fixé et ciblé. Un événement hybride coûte plus cher, on n'a pas encore résolu le problème du virtuel. Et souvent, ce qui ressort, c'est que le niveau de satisfaction globale baisse, juste parce qu'en fait, on essaye de satisfaire tout le monde, et au final, on ne satisfait personne. Donc, le retour utilisateur, en fait, est très, très délicat à gérer au niveau des événements hybrides. Il faut vraiment bien considérer l'équation globale, et surtout, enlever le fait qu'on se dise, si je fais hybride, ça va être nouveau, ce qui n'est pas le cas. En fait, il faut aller plus loin que ça. Personnellement, je pense qu'on est dans la même école de pensée qu'en fait, c'est des parcours différents, c'est pas nécessairement une expérience hybride où tout est interconnecté. C'est sûr qu'il y a la vraie expérience hybride où on va aller chercher de la technologie. L'enjeu principal, c'est que c'est excessivement coûteux, donc, et on a souvent besoin de plusieurs technologies, des nouvelles intégrations. Selon moi, en fait, c'est vraiment de miser sur des parcours, d'aller chercher la technologie pour peut-être en amont, avant l'événement, aller créer des connexions pour arriver prêt à l'événement et puis peut-être après l'événement, continuer à interagir avec la communauté ou interagir avec des contenus ou des partenaires. Donc, c'est vraiment, je pense, dans le dessin de parcours et non dans essayer de créer une expérience
qui au final n'ont pas nécessairement le résultat souhaité. On en revient au design événementiel au tout début qui est fondamental, et puis comprendre l'utilisateur juste pour lui livrer finalement ce qu'il attend. Parce que la chose dont on est certain, c'est que même si on lui livre une technologie qui pourra tout faire, quand on est sur un événement comme Expo Entrepreneur aujourd'hui, on a envie de rencontrer les personnes en face à face, avant toute autre chose. Donc c'est ça qui va prioriser, que l'utilisateur va prioriser avant même d'avoir toutes les possibilités autour de nous. C'est pas parce que souvent les organisateurs d'événements arrivent avec des listes de fonctionnalités, puis c'est la même chose pour vous, donc ils arrivent, puis on veut ça, puis nous on fait le premier réflexe, c'est tout le temps de dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que vous essayez de faire, c'est quoi l'expérience, c'est quoi les besoins des gens, pourquoi est-ce que les gens viennent, c'est important de commencer par là, et ensuite on vient choisir des technologies, des nouveaux canaux qui vont créer de la valeur, mais souvent de trop complexifier l'apport technologique dans un événement vient juste nuire à l'expérience globale ou créer des dépenses qui auraient pu être évitées et des coûts qui auraient pu être évités. Oui, c'est vrai que si on pense à l'utilisateur, au public qui vient à un événement, peut-être que, disons que ceux qui viennent à un événement physique vont avoir une expérience différente, mais ça va être leur expérience. Est-ce qu'il y a des publics, il y a des types de publics qui sont plus sujets à vouloir aller vers le virtuel et d'autres qui vont venir plus au présentiel? Oui, en fait, au-delà même, c'est plus, je trouve qu'il y a des événements qui ont une vocation hybride dans sa pureté, c'est-à-dire que quand vous avez des sommités internationales qui ne peuvent pas se déplacer parce que, en plus, la particularité environnementale, enfin, le bilan environnemental est vraiment très pris en considération, à la fois par les entreprises et les utilisateurs, mais si j'ai l'opportunité, par exemple, de rencontrer un prix Nobel qui participe à la conférence via une fonction virtuelle, évidemment. Donc, ça s'applique à certains événements, effectivement, mais de manière générale, c'est vrai que sur des événements, si je prends Expo Entrepreneur, les gens viennent pour aller en face à face, pour rencontrer. Mais ceci étant dit, quand on prend le Québec dans son ensemble, on a des entrepreneurs partout dans toute la province. Il faut aussi leur donner la possibilité de pouvoir bénéficier de ces relations, de cette expertise. Donc, il faut vraiment, encore une fois, l'adapter à ce qu'on veut atteindre ensemble. Oui, là, on parle par exemple, le public d'Expo Entrepreneur, c'est vous, c'est les entrepreneurs du Québec, de Montréal. Est-ce que tu considères que ça pourrait être intéressant de créer des expériences hybrides pour la suite, pour Expo Entrepreneur? Et nous, directrice générale adjointe d'Expo Entrepreneur, j'ai d'ailleurs écrit une lettre d'opinion à la presse sur le sujet. Donc, pour nous, un événement, la définition même de l'événement consiste au présentiel. Et c'est notre point de vue. Donc, pour qu'un événement ait lieu, il faut que les gens se déplacent, il faut qu'il y ait ce sentiment d'appartenance. C'est un happening. Tu as été là ou tu n'as pas été là. Donc, pour nous, le présentiel, c'est primordial. Et ça fait partie de l'expérience, se déplacer à des événements, que ce soit... Nous, on est un événement point québécois, donc on a 17 régions qui sont présents en entrepreneurs. Après, c'est sûr qu'avec la pandémie, on prend des réflexes, ça crée plus de contenu média, que ce soit des vidéos, des podcasts, des articles, qui permet d'enrichir peut-être l'expérience du participant avant, durant et après l'événement. Mais c'est sûr que pour nous, on a une difficulté avec le mot hybride. Pour nous, c'est comme si c'est deux choses à part. C'est où tu es à l'événement, où tu es, t'es en train de participer à des conférences en ligne, où tu es en train d'écouter en différé, où tu es en train d'écouter un contenu chez toi, quoi. Donc on a fait de quoi virtuel en 2021, c'est pendant la pandémie. Mais pour nous, c'était loin d'être un événement. C'était plus un mode de survie. Voilà, on peut pas pour la première fois dans l'industrie événementielle, se rassembler de manière illégale. C'est incroyable quand tu penses à l'histoire de l'humanité. Pendant 2 ans. Donc, et la technologie nous a permis justement de survivre. Et de créer ce sentiment d'appartenance. Ce que je trouve intéressant de ce que tu dis, Marie-Lou, c'est cette idée de communauté aussi,
pouvoir nourrir la communauté. Mais pour que ça vienne substituer la rencontre en présentiel, je pense qu'on est encore loin. Non, mais la communauté doit... En fait, je pense que l'événement présentiel va toujours garder sa place. Il n'y a rien comme la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est de déposer son téléphone puis c'est d'avoir une conversation. C'est juste que des fois, les modèles événementiels, en fait, viennent positionner un événement qui est vraiment un momentum. On crée un momentum, les gens se rassemblent, on discute, mais après ça, le momentum, il tombe. Donc, c'est de dire, comment est-ce que je peux positionner mon expérience événementielle ou mes expériences événementielles dans une ligne du temps, mais créer avec la technologie un pont entre ces expériences-là pour jamais laisser partir les gens, pour que les gens continuent de collaborer. Mais chez Panzam, on est du même avis que l'événement, en fait, est là pour rester, puis de plus en plus, on essaie de se détacher un petit peu de ce modèle événementiel, virtuel ou hybride ou comment on veut l'appeler, puis on peut se dire, nous, on veut aider les gens à développer un modèle d'affaires qui fait en sorte aussi qu'il y a des revenus qui rentrent à l'année et qui peuvent passer par des activités, réseautage, conférences ou autres qui sont livrées en ligne pour pouvoir aussi aller chercher des gens dans des régions un petit peu plus éloignées. Et c'est vrai que c'est une tendance de fond actuellement. L'idée, c'est, je pense, dès le début, c'est au lieu de penser événements hybrides, c'est de penser stratégie hybride pour les événements à l'année. Et c'est là où, en fait, on va très facilement faire des événements en personne, des événements virtuels, des petits rassemblements. Le contenu est devenu encore plus clé qu'avant, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont choisir. Ce qu'on voit néanmoins depuis le début de l'année, il y a deux, je pense, données qui me semblent très intéressantes. C'est la première, c'est que sur les événements en personne, sur le premier trimestre de l'année, on a une baisse de 40% par rapport à 2019. C'est littéralement tous les gens des études de marché l'année dernière qui disaient je ne reviendrai pas en personne parce que XY, j'ai mon confort à la maison. Mais sur la partie justement, comment dire, stratégie hybride, l'adoption des communautés 365 est beaucoup plus lente que ce qu'on s'attendait. Et la raison arrière, c'est que gérer une communauté prend des ressources. C'est ça. C'est parce qu'en fait, encore une fois, il ne faut pas faire l'erreur de penser que je veux voir une communauté 365 avec la technologie. Ça prend des ressources pour la faire vivre. Donc, c'est pour ça que l'adoption va être plus longue. Et je pense que je la vois plus sur 2023 parce que là, en ce moment, des gens comme Fanslav et nous, on est en train de prêcher pour cela, pour aller dans ce sens, mais ça prend toute une stratégie, en quelque sorte. Et, on redéveloppe vraiment le modèle d'affaires au complet. Donc, c'est ça, puis on travaille beaucoup, puis j'imagine que c'est la même chose chez BrainDate avec des organisations, puis on essaie de trouver des façons d'accompagner pour attirer ce gap-là. Puis des fois, c'est vraiment carrément de développer des nouvelles compétences à l'interne. Donc, c'est pas toujours une idée d'aller engager, mais vraiment de se dire, bon, ben parfait, on fait ça et on repense un petit peu à notre modèle. Donc, c'est particulièrement des OBNL qui ont peut-être un segment un peu plus important, ou c'est des OBNL qui n'ont pas pu faire des événements pendant 2 ans, qui ne retrouvent plus l'engagement, qui a un manque de fidélité des membres, puis qui en ce moment, l'argent diminue, donc qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est ça, donc il y en a plusieurs qui prennent déjà le pas, il y en a qui nous approchent, j'imagine que c'est la même chose chez vous pour lancer des communautés, mais oui, c'est sûr que c'est un travail d'éducation, puis des fois, les gens ne voient pas nécessairement la réponse au problème, donc c'est de faire comprendre que si tu travailles beaucoup sur ta communauté, en fait, ça devient ton avantage compétitif. Puis les gens vont essayer de continuer finalement dépenser ou venir aux événements ou interagir avec la communauté. Ouais, vous avez utilisé le terme connectivité et puis créer des communautés. J'ai l'impression que c'est ce que ces outils virtuels vont nous permettre de continuer à faire plus sur le long terme et de le faire en dehors des événements ponctuels mais en continu. Créer des communautés, peut-être qu'avec le télétravail qui reste quand même souvent prépondérant chez beaucoup d'organisations, ça peut aider à créer ces communautés, mais vous disiez qu'il y a encore des freins à adopter ça. Pourquoi les gens parce que finalement ils continuent beaucoup à être chez eux, pourquoi est-ce qu'ils ont encore un peu plus de réticence à vouloir continuer à connecter en virtuel sans les événements? Il y a beaucoup passe par la multiplication des initiatives, des activités qui font que puis on l'a vu avec les événements virtuels, notamment 2020-2021, quelque chose qui m'avait toujours surpris, c'est le fait que 80% des événements virtuels étaient gratuits, alors que il ne faut pas dénigrer tout le travail qui est fait par les organisateurs. Donc les événements gratuits, ça baisse aussi le niveau d'engagement des participants de manière générale, souvent en tout cas, mais c'est surtout le fait que, je pense qu'on le vit tous les 4 ici, nos agendas depuis la pandémie se sont probablement beaucoup plus remplis. Et désormais, faire partie d'une communauté, c'est un vrai acte en soi, parce que
on est déjà pris par beaucoup de choses et surtout on reçoit des invitations à joindre des communautés quasiment 10 fois par jour. Donc il faut en plus qu'on filtre, qu'on en fasse partie. Et une fois qu'on en fait partie, c'est là où l'engagement devient le plus difficile. Garder des gens qui ne sont pas liés par un employeur commun de manière régulière sur une année prend une personne à temps plein, un minimum, pour pouvoir entretenir cette communauté. Est-ce que tout ça, ça te parle quand même, malgré le fait qu'on reste attaché aux événements physiques? Est-ce que pour toi et ton équipe, c'est important de continuer à faire parler et à faire échanger les communautés qui se retrouvent ici? Et comment? Je pense que ça dépend vraiment des promoteurs. Tu sais, nous, Expo Entrepreneur, notre mission, c'est de fédérer et de rassembler l'écosystème entrepreneurial dans un endroit pour 2 jours. Parce qu'on sait qu'il y a des chambres de commerce, des associations qui, eux, ont une mission plus sur l'année. Donc, de faire et de nourrir leur communauté et d'entretenir. Nous, c'est plus, notre communauté, c'est les acteurs de l'écosystème. Donc, c'est eux qu'on rassemble et c'est eux qui amènent leur monde, qui font tous partie de leur bulle. Alors, donc je pense que ça dépend des promoteurs, ça dépend des organisations, ça dépend des missions. Ce que tu as dit aussi, c'est au tout début, là, tu as donné l'analogie du téléphone. Je pense que c'est pas nouveau non plus, créer des communautés en ligne. Ça fait partie des axes de marketing et de communication de différentes entreprises où il y a de leur clientèle engagée. Donc, ça revient aux ressources qui sont disponibles et aux intentions qui sont derrière de faire ces communautés. Mais du coup, voilà. Pour nous, c'est plus de faire un gros show. Oui. et de faire en sorte que les gens ils aient une rencontre qui peut potentiellement changer leur projet et on les confie à quelque part à l'écosystème qui reprend la balle. Nous, on les introduit aux différentes communautés, justement. Oui, c'est ça. C'est ça l'endroit où... Ouais. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, puis c'est un peu ce que je me disais quand c'est vrai, on se fait inviter à plein de communautés, puis un des réflexes qu'on essaie de créer avec nos clients, c'est des fois à la place de se lancer une partie de ta communauté, voir qu'est-ce qui existe dans l'écosystème, comment est-ce que tu peux peut-être aller t'attacher avec des gens de l'écosystème, donc comme tu dis, peut-être aller travailler des gens de commerce ou autre, et de façon moins ponctuelle à travers l'année des interventions, mais le ministère des Ressources humaines confie vos gens à ces groupes-là qui, en fait, eux, leur raisonnement, c'est d'entretenir leur réseau. Donc, c'est super pertinent pour eux de le faire à l'année. C'est ça. Je pense qu'il y a différentes approches. On voit de plus en plus la spécialisation, que ce soit dans les applications, que ce soit dans les services, des organisations qui spécialisent à faire une service vraiment très bien. Donc, nous, on voit ça dans l'écosystème. Il y a énormément d'organismes de soutien, chacun qui est spécialisé dans son créneau. Et nous, on ne veut pas prétendre qu'on peut tout offrir, surtout à l'année longue. Donc, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs, nos participants soient sensibilisés à ces services. Donc, on est plus dans la sensibilisation et que par la suite, on les confie à ces services. Ils ont leur communauté, ils ont leur élément. C'est vrai que oui, et puis notre public, les entrepreneurs, d'un côté ils sont overbookés, ils ont vraiment pas beaucoup de temps, donc c'est vrai que joindre des communautés c'est un effort, et puis d'un autre côté les entrepreneurs ils se nourrissent des rencontres et des opportunités de connecter avec des investisseurs, d'autres entrepreneurs, d'autres organismes, donc ils sont quand même friands de ces opportunités. Donc, comment est-ce qu'on leur offre peut-être une alternative qui est différenciatrice et qui va à la fois combler leur besoin de rencontrer des gens et de créer des opportunités, et en même temps le fait qu'ils sont pas très disponibles pour tout ça dans leur tête. Mais je pense que c'est de leur offrir un outil qui est le bon outil pour commencer. Comme on m'a dit, il existe tellement de choses dans le monde des technologies, c'est la même chose. Donc, on commence par la raison d'être ou le besoin. Si le besoin c'est la rencontre, c'est de choisir un outil qui
adapté pour ça et qui est simple d'utilisation pour pouvoir entrer dans leur routine. Donc, je pense pas que c'est de réinventer la roue, mais je pense qu'il y a des façons très pertinentes. Et d'ailleurs, j'ai déjà, l'année dernière, j'ai assisté à un événement de Startup Montréal qui était mon cabine à ce moment-là. Puis c'était super intéressant, fait des bons contacts, il y avait des bons contenus, ça a duré 3 heures. Puis en fait, j'ai trouvé ça très riche. Puis d'un autre côté, ça m'arrive d'aller dans des événements aussi, d'avoir envie de rencontrer, de ne pas rencontrer autant. Donc, je pense que c'est vraiment dans l'outil qu'on choisit, puis dans l'expérience qu'on crée, mais sachant que les gens sont très occupés, c'est de garder en tête la relation. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense que, par rapport à ta question, je pense que l'idéal, c'est de... Puis tu l'as évoqué, Nina, c'est-à-dire une communauté, c'est aussi finalement en quelque sorte une stratégie marketing, une action marketing. Il faut le voir aussi un peu comme une campagne marketing. Et lancer une communauté grâce à un événement est souvent un très bon tremplin de départ parce que tu l'évoquais. Quand tu as participé à l'événement, tu as fait des très belles rencontres et souvent on laisse l'idée de se dire après ça va se passer sur LinkedIn. Alors que les gens demandent souvent plus. Et c'est ici qu'en fait, l'idée, je pense, une erreur à ne pas produire et de se dire que tous les participants à l'événement veulent faire partie de la communauté, ce qui n'est pas vrai. Il y a des participants à l'événement qui sont beaucoup plus engagés dans des thématiques données, qui veulent faire partie d'une communauté, et c'est eux sur lesquels il faut capitaliser et puis grandir avec eux. Ça devient en quelque sorte les ambassadeurs qui vont être les promoteurs. Je pense que la communauté 365 idéale pour moi, elle est organisée par elle-même, les participants par eux-mêmes, publient le contenu qu'ils veulent, connectent autour de ce contenu. Et finalement, l'organisateur de cette communauté est juste là pour être un peu le gestionnaire en quelque sorte. Mais, encore une fois, je n'attends pas à ça en 2022, mais on travaille très fort pour ça, donc ça passe par l'éducation, effectivement. Je pense que ça prend vraiment ce côté de décentralisation des expériences qui est difficile pour des organisateurs d'événements ou des gestionnaires de communauté de laisser aller, mais en fait, si la communauté veut s'occuper pas par elle-même passer ambassadeur, comme vous dites, c'est quasiment une mission impossible. Donc, je pense que c'est vraiment de garder en tête de créer la valeur. Parce que les gens vont aller sur la valeur. En fait, les gens ne l'ont pas s'il n'y en a pas. La lutte au contenu est féroce en ligne. En fait, la réalité, c'est que les gens consomment des contenus en ligne et les gens s'engagent avec des contenus en ligne, mais il y en a tellement que c'est difficile de percer des fois. C'est vraiment de garder en tête la valeur qu'on crée pour ces gens-là. Oui, c'est vrai. En plus, dans les événements, il y a des moments spécifiques qui sont pas les mêmes. En virtuel, je voyais des gens qui s'entraînaient pour une compétition, qui allaient recevoir des prix. Recevoir un prix en physique, c'est pas la même chose. C'est une belle expérience. J'imagine que ça dépend aussi du type d'événement. Il y a plusieurs moments durant Expo Entrepreneur où on a des remises de prix. Cette année, on a fait un espace pitch donc pour créer la fameuse expérience de l'ascenseur pitch. Donc, les entrepreneurs, ils rentrent dans cet espace, ils sont filmés pour 30 secondes. Et par la suite, on remet la vidéo, ils le repartagent sur leur Facebook et les meilleurs pitchs ou les pitchs les plus populaires sont réinvités en soirée là, pour pitcher tantôt sur la scène centrale. D'accord. Et il y aura une remise de prix. Ouais. Il y a différentes activations comme ça qui se passent au courant du jour. Ouais. Mais c'est intéressant, donc ils viennent pitcher et puis ils vont le partager dans leur communauté à eux aussi en ligne, puisque il y en a d'autres qui vont faire vivre ça en virtuel aussi. Ouais. Mais en tout cas, je pense que les gens sont vraiment contents de se retrouver aujourd'hui à Expo Entrepreneur, quoi qu'il arrive. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et je suis très intéressée à découvrir, donc pas en 2022, mais peut-être un peu plus tard, comment on peut créer des communautés après les événements, en tout cas les nourrir, parce que je suis persuadée que pour les entrepreneurs et puis pour tout jeune professionnel aussi, c'est une manière de continuer à échanger. Je pense que ça va marcher. Et je veux juste corriger que 2022, on va avoir les early adopters. Oui. C'est juste la tendance de fond qui va arriver plus tard. Je pense que je suis très content qu'on n'ait pas encore parlé de métavers parce que justement je trouve qu'on est un peu trop loin, mais si je crois vraiment quelque chose dans les 2-3 prochaines années, c'est l'hyper-personnalisation via l'intelligence artificielle, y compris dans les événements, y compris pour les communautés, parce que quand on parle du fait qu'il y a beaucoup trop de contenu, il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'activités,
c'est l'intelligence artificielle qui pourrait permettre d'affiner pour chaque individu et que finalement chacun y trouve sa valeur le plus rapidement possible. Et c'est là où je me dis que ça va prendre un petit peu de temps avant d'arriver. Oui, je pense que l'utilisation des technologies peut aider justement dans la personnalisation de l'expérience. Et oui, j'ai pas encore posé de questions sur le métaverse parce que on n'est peut-être pas encore rendu là, mais je sais pas si vous avez une opinion là-dessus, Nima, expo-entrepreneur. Voilà. Désolé, j'ai lancé la Je suis pas, c'est plus leur dada. Nous, on est, pour l'instant, on voit beaucoup la technologie comme un outil, hein, donc, et je trouve ça intéressant comme idée, l'hyper-personnalisation. Donc, c'est un petit peu ça ce qu'on souhaite accomplir aussi avec l'utilisation des brain games, c'est de permettre une expérience un petit peu plus personnalisée. Puis on essaie de couvrir un maximum de contenu, différents angles, différents aspects de l'entrepreneuriat. Après, vous ne pouvez pas, peut-être qu'il y a un participant qui a quelque chose d'intéressant à partager qu'on ne va pas imaginer nous-mêmes. Donc, c'est permettre cette occasion. Mais je suis certain aussi là, que l'idée de la conciergerie d'une expérience plus sur mesure et pour vivre des éléments de façon plus efficace, ça pourrait être un outil intéressant pour les volontaires. On n'est pas encore rendu là. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on a hâte aussi à d'autres événements. On va aussi être à Startup Fest cet été et puis on verra comment on peut continuer à combiner tous les outils que ces derniers temps nous ont mis à disposition. Et on a aussi quand même hâte de continuer des événements physiques. Je voudrais vous remercier d'être venu prendre un peu de temps pour discuter de tout ça avec nous. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs en juin. C'est le mois de la fierté, donc on va organiser cette édition avec Queertech. Et on se retrouve donc dans un mois. Merci beaucoup.